de la RTGA Aude. La nouvelle est tombée ce matin et le président national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Étienne Tshisekedi, a quitté tôt ce matin le pays pour la Belgique. Transporté à bord d'un avion médicalisé, accompagné de son épouse, l'un de ses fils et son médecin, les leaders de l'opposition se déplacent pour des soins médicaux étant donné que sa santé serait préoccupante. Rappelons que l'état de santé de l'ancien premier ministre congolais suscite depuis un certain temps des réactions dans l'opinion publique. Nous avons en ligne Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS. Bruno Mavungu, bonjour. Confirmez-vous qu'Étienne Tshisekedi a bel et bien quitté le pays pour la Belgique ce matin? Oui, nous avons diffusé d'ailleurs un communiqué dans ce sens-là. Bruno Mavungu, est-ce que Tshisekedi est bel et bien allé en Belgique ce matin pour des soins de santé, vu que sa santé est quelque peu inquiétante? Non, non. Si vous vous souvenez, depuis une semaine, nous avons annoncé qu'un voyage était en vue, était déjà prévu et que tous les papiers étaient déjà là. Donc, ce n'est pas une surprise. Est-ce que l'absence de Tshisekedi au pays pourra paralyser le fonctionnement du parti dès lors que sa santé est inquiétante? Non, la santé n'est pas inquiétante. Nous avons dit qu'il devrait voyager, entre autres, pour des contrôles médicaux, mais aussi et surtout pour des contacts politiques. Mais en ce qui concerne le parti, vous vous souviendrez que ce n'est pas la première fois que le président du parti voyage et est absent au pays. Donc, et cela n'a jamais fait de problème. Il voyage pour quelque temps et je crois qu'il ne sera pas plus de mois là-bas. Il va revenir. Il n'y a rien qui trouble le parti pour eux. Merci pour ces précisions. C'était là Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS. On va parler sécurité. De plus en plus de pression s'exerce sur les combattants rwandais de FDLR pour leur désarmement et rapatriement au Rwanda. La résolution du dernier mini-sommet de la CIRGL tenu à Luanda, en Angola, en est une illustration. Richard Sako Kanyengele. Décidément, la communauté internationale est plus que déterminée à extirper la région des Grands Lacs des groupes armés et autres forces négatives. La résolution prise à l'issue du mini-sommet de la CIRGL tenu à Luanda vient s'ajouter aux autres mesures prises déjà sur la question. En effet, il a été donné aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda un énième ultimatum pour se démobiliser au plus tard le 31 décembre prochain, faute de quoi la puissance de feu des FARDC et de la Brigade internationale des Nations Unies sera mise en exécution. Bien avant la CIRGL, Martin Kobler et Russell Feingold, respectivement représentant spécial de Ban Ki-moon en RDC et représentant spécial de Barack Obama dans les Grands Lacs, ont lancé eux aussi une sévère mise en garde contre les ex-combattants rwandais lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme on peut le constater, une pression s'exerce désormais sur ces ex-combattants rwandais. Estimés à 11 000 au lendemain du génocide rwandais sur les sols congolais, à ces jours, 4 000 sont encore actifs dans l'est de la RDC. De ces 4 000, une première vague a déjà déposé volontairement les armes au nord Kivu et au sud Kivu et n'attend que le rapatriement au Rwanda où ces combattants comptent transformer leur lutte armée en combat politique. Un point de vue que refuse Kigali, qui les taxe des génocidaires. La communauté internationale est donc appelée à faire pression au régime de Kagame pour les retours de ces combattants rwandais, autant qu'elle a fait à la RDC de dialoguer avec les ex-M23. Les retours des FDLR au Rwanda, pour ne citer que cela, sera un véritable détonateur pour la paix dans les Grands Lacs. Le gouvernement congolais ne cesse de le dire que la place des FDLR n'est pas à RDC, mais plutôt au Rwanda. Coup de filet au Bas-Congo, le service de sécurité du Bas-Congo a mis la main sur une bande de bandits urbains communément appelés Kuluna. Des incivils qui sèment la terreur dans la ville de Matadi ont été présentés par le général Patience Yemushiliav, commissaire divisionnaire de la PNC au Bas-Congo. Richard Sako pour le commentaire.
Suivant les instructions du gouverneur des provinces Jacques Mbadoussitou relatives à la sécurisation des personnes et de leurs biens, les services de sécurité sous la direction du commissaire divisionnaire de la PNC Bakongo, le général Patience Mouchidiav, a mis la main sur une bande d'inciviques communément appelée Kuluna. Ces jeunes gens, au nombre de 8 dont 5 du groupe californien opérant à la place Bassin d'Amar et 3 autres du groupe Al-Qaïda opérant dans la commune d'Mvouzi, troublaient la quiétude de la population avec des armes blanches. Le général Patience Mouchidiav a félicité d'une part ses collaborateurs pour ses jolis coups de filet et de l'autre la population pour sa collaboration afin de faire échec à ces inciviques. L'opération Likofi lancée à Kinshasa a ses avantages et ses conséquences. Quels sont les avantages? Les avantages qu'aujourd'hui la ville de Kinshasa est calme. Et les conséquences sont celles que nous sommes en train d'encaisser aujourd'hui. Ces bandits ont pris les larges pour venir dans d'autres provinces, exemple le Bas-Congo, et continuer à se mettre toujours traumatiser notre population. C'est ainsi que la police du Bas-Congo est en train de traquer ces inciviques, de traquer ces bandits. Ils sont très jeunes, bien sûr. Nous demandons aux parents d'éduquer leurs enfants, puisque la police ne tolérera jamais de rencontrer un enfant, un incivique en cours de route, avec une machette en train de blesser quelqu'un sans problème. Lorsqu'il y a un problème, la justice est là pour trancher. Et puis cette information, signature le vendredi à l'hôtel du gouvernement du statut portant création des Congo Airways. Cette nouvelle compagnie connaîtra l'appui technique de Air France dont la formalisation du partenariat est intervenue le même vendredi. Congo Airways doit avoir une renommée internationale et assurer le confort aux voyageurs. Les vols inauguraux interviendra à la fin de cette année, comme nous l'a dit Bibiche Mouzeke dans ses reportages. La signature de ce contrat pose les bases de la création de la nouvelle compagnie aérienne nationale. Congo Airways devra voir le jour très bientôt et son vol inaugural intervenir avant la fin de l'année. 6 souscripteurs vont apporter leur contribution, à savoir la RVA, le FPI, l'OGFREM, la STP, la GECAMINE et l'INSES. La signature du statut devant l'œil témoin d'un notaire est intervenue en présence du Premier ministre Matata Ponyo. Comme Congo Airways bénéficiera de l'appui technique d'Air France KLM, filiale du groupe Air France Consulting, la formalisation de ce partenariat est également intervenue ce jour. Le représentant de cette entreprise aérienne a rassuré de l'apport de l'expertise dans ce grand projet. Le ministre des Transports a mentionné une originalité dans la création de cette entreprise nationale. Les salariés seront aussi des actionnaires. Ici, il faut vraiment noter une spécificité, c'est qu'il y a même les salariés de la compagnie qui vont être des actionnaires. Pour la partie française, représentée par l'ambassadeur Luc Alade, il s'agit d'un véritable défi à relever. Ce partenariat, a-t-il rappelé, est le résultat des échanges récents entre Joseph Kabila et François Hollande. Pour le chef du gouvernement, Congo Airways devra avoir une bonne renommée internationale. Le groupe Air France est un choix bien réfléchi, mais aussi un choix stratégique parce que nous voulons, conformément à la volonté du chef de l'État, bénéficier d'une expertise pointillée qui soit capable de permettre à cette compagnie d'être une compagnie de référence, d'être une compagnie performante, d'être une compagnie qui sécurise ceux qui voyagent dans les avions des Congo Airways. Congo Airways a donc pour mission de devenir la colonne vertébrale du transport aérien en République démocratique du Congo. Une note en santé. Depuis la réapparition de la fièvre hémorragique d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays, a renforcé des mesures de contrôle dans ses postes frontaliers. C'est le cas du beach Ngobila où notre équipe de reporters s'y est rendue les vendredis. Abdoul Soko pour le reportage. Nous sommes au beach Ngobila, dans la commune de la Gombe. Ici, personne ne peut accéder à ces installations sans qu'il soit détecté par les agents du programme national d'hygiène aux frontières, moyennant un thermomètre à laser. Ceci pour lutter contre la fièvre hémorragique Ebola qui fait rage dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Même traitement pour ceux qui proviennent du Congo-Brazzaville. Ils sont contrôlés dès leur arrivée à Kinshasa. Tout le monde est obligé de se conformer à cette exigence. Hommes, femmes et enfants. Question de s'assurer qu'aucune personne
porteuses de cette fièvre accèdent à ces postes frontaliers. À ce jour, aucun cas n'a été détecté, a confirmé l'agent de ces programmes. Nous sommes les services de la quarantaine et hygiène aux frontières. L'opération pour la détection des maladies Ebola a commencé depuis le lundi passé. Jusque-là, il n'y a aucun cas qui a été déclaré. Le virus Ebola se caractérise par une forte fièvre, des vomissements, des diarrhées et des hémorragies. À ce jour, il n'existe aucun traitement, sauf des mesures préventives, à savoir ne pas saluer n'importe qui, ne pas toucher n'importe quoi, éviter tout contact avec des inconnus dans des endroits publics, éviter la consommation des aliments des rues, se laver constamment les mains avec du savon hygiénique et éviter les individus toussant constamment. Pour rappel, la fièvre hémorragique Ebola a été découverte en 1976 au Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo, à Yamboukou, près de la rivière Ebola, dans la province du Bandundu. En économie, la Commission nationale OHADA poursuit la sensibilisation de droit OHADA auprès des opérateurs économiques. Au cours de la matinée organisée le vendredi par la Fédération des entreprises du Congo, le président de la Commission nationale OHADA, Roger Massamba, a invité les participants à la régulation de la situation juridique de leurs entreprises. Suzy Bira Omari, Francis Yamundele, reportage. Pendant 2 heures et à travers un échange d'informations avec la commission OHADA, les membres du patronat congolais ont été sensibilisés sur l'immatriculation des commerçants et l'harmonisation des statuts sociaux avec le droit OHADA. Après le mot de bienvenue prononcé par l'administrateur de la FEC, André Chibantou, le président de la commission juridique de la Fédération des entreprises du Congo, Maître Marcel Malengo, a félicité les opérateurs économiques pour leur flexibilité aux nouvelles lois en vue de la régularisation de leur situation juridique. Amissi Eradi, directeur général du guichet unique de création d'entreprises, a souligné que se conformer aux droits des affaires par la sécurité judiciaire et juridique est une nécessité pour éviter la sanction pouvant conduire aux dérives de la société. À 1 mois de l'expiration de la période transitoire, le président de la Commission nationale OHADA a édifié l'assistance sur l'immatriculation des commerçants et la mise en harmonie des statuts sociaux au regard des actes uniformes OHADA. Sachons quand même que le droit national revit parfois par la volonté même des actes uniformes, notamment en matière de sûreté, en particulier, beaucoup de renvois sont faits au droit national. Nous avons aussi dans le droit uniforme, dans les actes uniformes, des dispositions qui sont supplétives. Les juristes savent qu'il y a des dispositions impératives, mais il y en a qui sont supplétives. Cette idée de nullité, c'est un peu comme quand le médecin se dit, bon là, il n'y a plus rien à faire, on attend que la personne meure, si je peux dire. Donc, mais vraiment, il faut vraiment éviter la nullité. Le professeur Roger Massamba a conclu en invitant les personnes physiques ou morales et groupements d'intérêt économique de mettre les conditions d'exercice de leurs activités en harmonie avec la nouvelle législation. Terminons ce journal avec la clôture du Challenge Trophy Afrique Zone 4. La République démocratique du Congo chez les messieurs et le Tchad chez les dames ont obtenu leur qualification pour le prochain trophée mondial de champion de moins de 20 ans de handball. Ces 2 nations ont dominé tous leurs adversaires au cours du Challenge Trophy organisé à Kinshasa. La clôture est intervenue jeudi au stade Tata Raphaël. Patrick Issot pour le reportage. À l'enseignement supérieur et universitaire, les années académiques sont régies par un document appelé Instruction académique. Ce document signé par le ministre des tutelles donne aux établissements des directives à suivre pendant l'exercice académique. Pour 2014-2015, le ministre intérimaire de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique a débattu de ces instructions avec les chefs d'établissement avant de signer la 016. Qui a été diffusée aujourd'hui. La circulaire de cette année a introduit beaucoup d'innovations, notamment des innovations au niveau des enseignements du 3e cycle qui nous ont retenus pendant longtemps. Vous savez que les enseignements du 3e cycle, on ne peut pas les organiser vaille que vaille. Et l'autorité des tutelles a tenu à réglementer ces secteurs-là. Il y a eu également d'autres innovations.
Par exemple, le texte de l'instruction 015 était autrement plus volumineux. Maintenant, on a élagué un certain nombre de choses qui sont connues. Et je crois que le texte est maintenant plus potable. Les amendements des chefs d'établissement adoptés, il ne reste plus qu'au ministre de signer l'instruction 016. Toutes nos excuses, vous avez suivi là l'amendement de chef d'établissement sur l'instruction 2014-2015 concernant les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Ce journal est fini. De partout, vous l'avez suivi. Nous vous disons merci. Merci encore de rester fidèles à la RTGA Haute.